Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la Ligue genevoise contre le cancer. En ce dernier jour du mois de novembre 2021, il nous paraissait important de parler tout de même des cancers masculins et ici plus particulièrement du cancer de la prostate. Dans cet épisode, vous ne me trouverez pas tout seul car je suis en effet accompagné de Yves Menou, futur vice-président de l'association PROSCA. Association qui accompagne et soutient les personnes touchées par le cancer de la prostate, qui nous livrera une partie de son histoire, ce dernier ayant fait face à un cancer de la prostate à l'âge de 46 ans. Je serai également en compagnie de Antonio Lopez Salvador, infirmier à la Ligue genevoise contre le cancer, qui éclaircira certains points importants en lien avec le sujet du jour. Enfin, vous pourrez également m'entendre, et pour ne pas me présenter, Guillaume Ismaili, infirmier à la Ligue genevoise contre le cancer également. Dans cet épisode, nous allons parler dépistage, chiffres, prévention, facteurs de risque, traitement ou encore impact sur la vie privée et même intime, tout cela sans aucun tabou. Yves Menou nous parlera de son expérience qui apporte énormément dans cet échange et qui prodiguera des paroles pour le moins très précieuses. Nous tenions d'ores et déjà à le remercier pour son témoignage poignant et sa volonté de partage vis-à-vis de ce sujet, autour duquel la prise de parole peut être difficile et qui est pour le moins plutôt rare. Et maintenant que nous avons le contexte, j'espère que ce podcast vous aidera à trouver des réponses à vos éventuelles questions sur le sujet du jour, et je vous souhaite maintenant une bonne écoute. Je suis en compagnie de monsieur Yves Menou. Monsieur Menou, bonjour. Bonjour. Je suis également en compagnie de Antonio Lopez. Antonio, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que je peux peut-être vous demander très rapidement de vous représenter l'un après l'autre, en commençant peut-être par vous, monsieur Menou. Yves Menou, je suis à Genève depuis toujours, j'ai 55 ans et j'ai un cancer de la prostate depuis l'âge de 46 ans. Et vous êtes également le nouveau président de l'association PROSCA, il me semble. Alors, vous allez un petit peu vite en besogne. On est en train d'organiser effectivement une transition. Je vais être vice-président d'ici la fin de l'année et le Covid a un petit peu freiné l'association, mais on travaille dessus et l'année prochaine, on aura des modifications, oui. Très bien. Et pour ta part, Antonio, peux-tu te représenter également un petit peu en passant par les grandes lignes? Alors, moi, je m'appelle Antonio Salvador, je suis infirmier spécialisé en soins palliatifs et oncologie, donc je représente la Ligue genevoise contre le cancer là actuellement. Voilà, ça fait 2 ans que j'y travaille. Et pour ma part, bien évidemment, votre hôte, Guillaume Ismaili, également infirmier à la Ligue genevoise contre le cancer. Et aujourd'hui, vous l'avez deviné, nous allons parler un petit peu de l'association PROSCA et également du cancer de la prostate. Donc pour rappel, le cancer de la prostate, c'est un cancer relativement fréquent. Selon les chiffres rapportés par la Ligue suisse contre le cancer, plus de 6100 cas sont diagnostiqués chaque année en Suisse. La prostate étant une glande qui fait partie des organes génitaux internes masculins et qui est située directement sous la vessie. En tout cas, petit rappel anatomique, elle produit également le liquide séminal qui transporte les spermatozoïdes lors de l'éjaculation. Bien, maintenant que ceci étant dit, nous pouvons peut-être commencer par rapidement parler du cancer de la prostate. Qu'est-ce que ça vous évoque éventuellement? Toi, par exemple, Antonio, qu'est-ce que ça t'évoque lorsqu'on parle du cancer de la prostate comme ça? Alors, ce qui m'évoque là de suite, c'est une pathologie assez grave, on va dire comme ça. On sait que cette maladie touche beaucoup de monsieur. Je crois que c'est 6400 personnes qui sont diagnostiquées par année. C'est vrai qu'à la Ligue, par rapport à ce cancer-là, c'est surtout ce que je dirais, c'est faire de dépistage et de l'information. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de manque d'information, en tout cas une carence d'information, ce qui pourrait apaiser ou informer les personnes par rapport à une décision qu'ils devraient prendre lors d'un diagnostic de cancer. C'est vrai que le cancer, ce qu'il évoque, c'est voilà les gens quand ils arrivent, c'est qu'ils sont n'ayant pas les connaissances requises, ils sont en panique, ils sont angoissés, ils ont peur. Et la première chose, en tout cas, que ce qui m'évoque là pour le cancer, c'est qu'à la Ligue, c'est un soutien, une écoute et un soutien psychologique à prime abord. Voilà. Et bien évidemment, vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet de la Ligue genevoise contre le cancer.
pour ce qui est de l'écoute à l'Espace Média, dans 11 rue Les Chaux à Genève. Et maintenant, nous allons peut-être passer la parole à monsieur Yves Menou. Monsieur Menou, qu'est-ce que ça vous évoque lorsqu'on parle de ce mois de novembre, de Movember et du cancer de la prostate? Alors, évoquer le cancer de la prostate, ça évoque d'abord le décès de mon père. Mon père est mort d'un cancer de la prostate à 72 ans, ce qui fait que je ne connaissais pas, je me suis informé, j'ai vu un urologue, et puis avec lui, on a pris la décision d'avoir un contrôle annuel, et j'ai commencé des contrôles à l'âge de 40 ans, puisque d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas d'hérédité, mais peut-être une prédisposition plus facile. Donc, de ce fait, on a commencé et effectivement, on a bien fait puisqu'à l'âge de 46 ans, j'ai été diagnostiqué avec un cancer et de ce fait, ça a quand même un petit peu bouleversé ma vie sur un certain nombre de choses, sur ma vie privée et sexuelle surtout. Heureusement, je m'en sors pas trop mal, même si je suis pas totalement remis et que mon taux de PSA monte. Ça, c'est à titre privé. Ce que ça m'évoque au sens large, c'est qu'au moment où on commence à en discuter, on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui est une maladie qu'on considère plutôt pour les personnes âgées, et que souvent, quand elle est décelée, on dit mais ça avance, ça progresse lentement et on va rien faire puisqu'il y a de fortes chances que de toute façon vous mouriez d'autre chose. Mais on se rend compte, et dans mon entourage, j'ai quand même des gens à partir de 50, 60 ans qui sont touchés. Donc je pense qu'il est intéressant d'en parler et de communiquer pour que les hommes, à l'instar des femmes sur d'autres types de cancers, puissent prendre des mesures et faire des contrôles afin d'éviter d'être dans des situations qui peuvent être dramatiques, puisque une des problèmes du cancer de la prostate, c'est qu'il n'y a pas de symptômes visibles rapidement et qu'au moment où on commence à avoir des symptômes, c'est que la situation est quand même pas catastrophique, mais en tout cas mal embouchée. Est-ce qu'on peut peut-être un petit peu parler de votre vécu quand il y a eu le diagnostic? Comment est-ce que vous l'avez ressenti à ce moment-là? Ça vient pas d'un seul coup, hein, puisque dans le processus, on a d'abord un taux de PSA qui augmente. Dans mon cas présent, et je pense qu'il y a un protocole là-dessus qui est relativement clair, on attend un mois pour refaire un taux de PSA pour confirmer que le taux est élevé anormalement. Donc au moment où on a un deuxième contrôle qui est élevé, on commence à se dire j'ai peut-être un problème. Donc la chose arrive gentiment dans la tête et commence à grandir. C'est pas comme si vous découvrez quelque chose du jour au lendemain. Donc pour moi en tout cas il y a eu une étape, et puis à ce moment-là vous commencez aussi à vous renseigner. Ensuite il y a une biopsie, et puis après au moment de la biopsie vous avez le retour avec le fait qu'on trouve une tumeur dans votre prostate. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique, et au moment où on a décelé ce cancer et au moment où avec les médecins qui m'entourent, on a pu avoir une feuille de route pour le combattre, ou en tout cas pour le traiter, ou pour aller avec ça, j'ai pu plus ou moins bien vivre avec. Voilà, c'est au moment où on évacue le fait que votre espérance de vie n'est pas fondamentalement remise en question, pour ma part. Je suis parent de 2 enfants, marié, enfin voilà, j'ai une vie, donc tout d'un coup on se dit cancer, on se dit il faut compter en mois, en années, en dizaines d'années. Quand on peut déjà pousser cette échéance-là, ça permet déjà de calmer le jeu. Voilà. Après, je suis, comme j'ai dit, pragmatique, et le fait d'avoir une feuille de route au niveau du suivi, et on a de la chance en Suisse, en Europe, on a quand même des structures qui font que au moment où quelque chose est décelé, si on se donne aussi un petit peu de peine, qu'on n'enfuit pas ça, mais qu'on arrive à en parler et à avoir un certain soutien, on a des endroits qui nous
qui nous aide dans la mesure où il y a un suivi adéquat médicalement, et puis par le biais de la Ligue ou de l'association Prosca, un suivi plus psychologique, en tout cas amical, qui permet de discuter et d'évacuer un certain nombre de choses, puis d'apprendre des autres, ce qui est aussi important. Parce que chaque expérience vous permet de vous remettre en question et de voir de quelle manière vous pouvez réagir ou quelles sont les problématiques. Ah, là j'ai eu de la chance. Ah, là j'ai moins de chance sur ce sujet-là, et de faire la part des choses. Vous avez parlé de soutien psychologique, j'aimerais peut-être qu'on revienne là-dessus. Où est-ce que vous l'avez notamment trouvé et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plus apporté qu'une autre? Alors, il y a deux choses. Au moment où l'opération a eu lieu et au moment où, du jour au lendemain, quasiment, parce que l'opération chez moi a été programmée assez rapidement, et qu'on se rende compte que sa vie sexuelle va quand même basculer, en tout cas changer. J'ai avec les médecins de l'époque, on a fait un traitement avec une personne spécialisée, psychologue ou psychiatre, sexologue. Alors, je sais plus quel titre, mais en tout cas les deux, la sexologie et l'aspect psychologique étaient intégrés chez cette personne. Ce qui a permis, de nouveau, en confrontant quelqu'un, ou en étant soutenu par quelqu'un qui avait plusieurs patients, ça permet d'avoir une première approche et de peut-être dédramatiser ou de voir ce qui se passe et que tout n'est pas perdu. Et puis j'ai aussi eu un soutien. C'est aussi, alors c'est pas psychologique puisque j'ai vu pour travailler. Ah, le nom m'échappe. Vous allez m'aider. Un physio, voilà, une physiothérapeute pour travailler comme les femmes quand elles ont leur accouchement. Au niveau du périnée? Oh, voilà le mot que j'ai cherché, pour travailler au niveau du périnée. Donc là aussi, on se rend compte que malgré le fait qu'on ait eu une opération, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour reprendre une vie normale et continuer à fonctionner. Et ça a été un premier soutien adéquat. Et puis après, quand la maladie s'est inscrite dans la longueur chez moi, puisque ça fait 9 ans que maintenant que je suis malade, euh, Prosca et les Prosca de café qu'on fait, ou qu'on faisait avant le Covid, mais qui vont, je l'espère, bientôt revenir, permettaient des échanges, et ça, c'est assez intéressant. On a parlé au début de la discussion du taux de PSA. Je pense qu'on peut peut-être parler un petit peu du dépistage du coup. Antonio, est-ce que tu pourrais nous en toucher quelques mots? Oui, en fait, la Ligue, elle est là aussi dans cette mission de faire de la prévention. C'est vrai que il n'y a pas à l'heure actuelle beaucoup on va dire, de manifestations à ce sujet-là. Effectivement, il y a Movember, etc. Mais je pense que ça reste par rapport aux d'autres cancers type féminin comme le cancer de sein ou autre, qui est beaucoup plus en avant. C'est vrai que celui-là de la prostate reste quand même encore aujourd'hui un petit peu plus, on va dire, effacé. La position de la Ligue, en tout cas pour la prévention, effectivement, on conseille déjà plutôt aux messieurs de 50 ans, c'est plutôt à partir de 50 ans, demander au médecin, parce que ça se fait pas systématiquement, mais lors d'un examen ou d'un contrôle de santé, de demander de faire mesurer le taux de PSA. La PSA, c'est un antigène spécifique à la prostate, c'est pas un indicateur, des fois il est considéré comme un marqueur tumoral, mais il est plutôt un indicateur de fonctionnement de la prostate, et dès qu'il est augmenté, c'est la lumière qui s'allume un petit peu pour dire voilà, il faut faire quelque chose, c'est pas forcément un cancer. Il faut pas tout de suite avoir peur de ça, mais c'est ce qu'on préconise. Effectivement, si ce taux il est élevé, bien sûr, ce qui élaborer le diagnostic, le médecin il va faire un toucher rectal. Pourquoi un toucher rectal? C'est vrai que c'est un examen qui reste encore tabou au niveau de la masculinité. Voilà, tout simplement parce que c'est un acte quand même assez pas anodin. Et pourquoi un toucher rectal? Parce que normalement, lorsqu'il y a, il y a un cancer de la prostate,
on va dire une excroissance, c'est au niveau du rectum, donc c'est la partie de la prostate intérieure, donc c'est cette petite partie qu'on peut toucher et de voir que effectivement il y a une anomalie par rapport au toucher. Par la suite, c'est plutôt faire une biopsie pour confirmer s'il y a ou pas un cancer. Je dirais que cette prise de décision, ça reste quand même assez personnel. C'est chacun qui doit décider ce qui est important pour lui, parce que il faut savoir aussi, il faut être attentif dans le sens que si ça s'avère que c'est un cancer, et en faisant tous ces examens, il faut se questionner qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Est-ce que on va faire des traitements qui vont suivre, c'est des traitements quand même qui sont lourds, ou uniquement une surveillance. Et là, je pense que c'est en discutant avec le médecin qui pourra après orienter les choix, en tout cas informer, parce que surtout informer les gens, parce que il y a aussi un grand pourcentage d'hommes qui ne sait pas à quoi ça sert la prostate, où elle se situe. Donc déjà là, de connaître et après, plus on est mieux on est informé, mieux on peut prendre une décision qui correspond à ses besoins. Très exactement, oui, comme tu l'as souligné, Antonio. Euh, L'objectif est de voir selon vos envies, messieurs. Après, pour ce qui est des facteurs de risque, comme on a pu le souligner tout à l'heure, on a effectivement l'âge, parce que le cancer de la prostate se déclare le plus souvent entre 50 et 70 ans, à savoir que les personnes touchées par cette maladie ont pour plus de la moitié, comme j'ai dit, entre 50 et 70, mais l'autre majorité des personnes qui ont cette maladie ont plus de 70 ans. Faites relativement attention, on a différents types de symptômes qui peuvent apparaître, et bien évidemment, on a également les antécédents familiaux, donc les maladies cancéreuses dans la famille qui peuvent amener peut-être à une espèce de prédisposition, si l'on veut, euh, du moins génétique. En tout cas, on sait que c'est un risque à l'heure actuelle. Antonio, tu m'arrêtes si je me trompe. Oui, c'est exactement ça. C'est que c'est comme pour le cancer de sein. Plus le cancer se déclenche à un âge, on va dire, plus jeune, plus il y a cette prédisposition génétique. Et pour des personnes qui ont eu de la famille, surtout le père, l'oncle, etc., qui ont eu cette maladie, ils peuvent en parler et discuter avec le médecin pour voir effectivement s'il y a une prédisposition familiale. Donc voilà, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Monsieur Menou, vous nous avez parlé un petit peu de votre vécu avec ce cancer. Comment est-ce que chez vous ça s'était matérialisé? Est-ce que vous y avez eu des symptômes particuliers ou est-ce que c'est vraiment le test PSA qui vous a permis d'en savoir plus? Non, j'ai pas eu de symptômes, c'est vraiment le test. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, et de mon expérience et de ce que j'ai pu échanger avec les autres, un contrôle PSA est pas suffisant. C'est vraiment un contrôle de 3 points qui doit, je pense pas être fait par un généraliste, mais plutôt par un neurologue, avec évidemment un PSA, une prise de sang, ça c'est pas grand-chose, une échographie qui permet de visualiser, de voir comment est la prostate, et puis un toucher rectal. Le toucher rectal, c'est 5 secondes. C'est vraiment pas grand-chose. On peut, je dis ça pour ceux qui auraient de l'appréhension, mais c'est vraiment un geste très simple, rapide, indolore. On a à peine commencé qu'il est déjà terminé. Il faut pas se cristalliser là-dessus. Et puis après, il faut voir si on le fait tous les 2 ans, tous les ans. Au vu, quand j'ai été voir à 40 ans et que j'ai fait le premier test, l'urologue m'a dit bon, on se revoit dans 2 ans. Non, je l'ai regardé puis j'ai fait bon, ouais. Si c'était vous, faut toujours poser la question et vous feriez comment? Et du coup, je l'ai revu chaque année. Et c'était pas une mauvaise chose. Donc voilà. Le dernier conseil que je donnerais sur le test, c'est que le taux de PSA, demandez une copie du rapport avec le taux, ce qui vous permet de suivre le suivi
par année et de faire peut-être un petit graphique. Et le graphique, il a l'avantage d'être très parlant. On voit tout de suite si ça monte de manière un petit peu plus sévère. Surtout qu'en cancer, vous m'arrêtez là, mais on parle d'augmentation quand ça double par année, enfin le taux de doublement selon certains critères. En tout cas, c'est le cas pour le PSA. Et là, c'est très parlant avec ce suivi-là. Voilà, donc moi j'ai fait des suivis, un suivi adéquat et j'ai pu anticiper et je pense que c'est une bonne chose. C'est ce que je dis à mes amis, ou à mes proches, malgré la problématique que j'ai maintenant, j'ai quand même la chance d'être là pour en parler. Ce qui n'était pas le cas si j'avais pas fait ce contrôle plus assidu. Donc si on revient encore sur le dépistage et le taux de PSA, vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que il y a certains critères concernant la variation du taux de PSA et un potentiel diagnostic du cancer de la prostate. Alors effectivement, on a un taux normal, il me semble, de 2 à 3 nanogrammes par millilitre. En tout cas, dans les prises de sang, c'est à peu près à partir d'une certaine augmentation qu'on va commencer à se poser un certain nombre de questions, mais à savoir que les résultats peuvent varier en fait en fonction aussi des laboratoires qui prennent pas tous les mêmes normes. Mais ça, c'est un autre sujet. Il est recommandé, on m'a toujours dit, de toujours faire les prises de sang au même endroit pour utiliser le même laboratoire, pour avoir la même type de machine, pour pas avoir de variation sur ce genre de choses. Ouais, effectivement. Et puis le taux de PSA moins de 2,5, oui, ça varie, mais ça varie aussi en fonction de l'âge. Je crois que c'est effectivement, plus on est âgé, plus le seuil de tolérance du taux avant d'aller plus loin dans les examens est important. Oui, parce que la PSA, qui est, comme l'avait très justement dit Antonio auparavant, est l'antigène spécifique à la prostate, peut varier en fonction de l'inflammation ou de l'hyperplasie, c'est-à-dire l'augmentation de la taille de la prostate, qui peut entraîner à ce moment-là une augmentation de la PSA dans le sang, et donc qui ne représente pas nécessairement l'apparition d'une tumeur, mais qui va effectivement être un indicateur plutôt intéressant. Après, le point sur lequel il faut faire attention aussi, et vous l'avez très justement dit, c'est que la PSA n'est pas nécessairement un indicateur, comment dire, clé. Enfin, il est vrai que si on mesure la PSA chez un certain nombre d'hommes, on ne peut pas exclure le risque à 100%. Si je devais donner un chiffre tel quel, c'est que dans la plupart des cas, le taux de PSA élevé n'est pas dû à un cancer de la prostate, et sur 10 hommes ayant un taux de PSA élevé, seuls 3 ont un cancer de la prostate. Donc, il est vrai que c'est important de le faire, mais encore une fois, c'est aussi une question de choix, et c'est probablement un point que l'on doit soulever avec le médecin, comme vous l'avez très justement dit. Après, peut-être qu'on peut aussi parler des symptômes qui sont possibles. Antonio, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Et en fait, le cancer de la prostate, à prime abord, donc il y a pas ces symptômes, par exemple la douleur ou autre, on vit normalement. Ce qui se passe, c'est que on commence à avoir des troubles au niveau de la miction. C'est la miction parce que même s'il n'y a pas de cancer, s'il y a une hypertrophie avec l'âge, une hypertrophie de la prostate avec l'âge, qui a forcément une augmentation, donc qui va compresser, comme tu l'as dit tout au début, au niveau de la prostate, il y a l'urètre qui passe donc à l'intérieur et qui est sous la vessie. Donc s'il y a une compression, bien sûr que ça va diminuer la lumière de l'urètre et ce qui va faire que la miction va se faire moins bien. Il y a une miction plus régulière et le jet il est diminué. Il peut avoir aussi des fois des brûlures ou de sang qui peut apparaître, mais c'est plus tardivement. Mais voilà, ça c'est pas spécifiquement uniquement au cancer, hein, ça peut être à d'autres pathologies. Ce qui est important, c'est de voir dès que il y a quelque chose qui est pas normal, c'est vraiment de consulter le médecin parce que malheureusement, les symptômes qu'on parle de douleurs, etc., c'est déjà que la maladie a évolué et elle est déjà avancée. Donc, tout au début, ce que j'ai envie de dire, c'est plus vite c'est diagnostiqué, plus vite c'est reconnu médicalement, mieux c'est. Donc, il y a plus de chances de guérison. On guérit actuellement, la survie de 5 ans, c'est 90%.
de taux de survie. Donc, plus il est détecté précocement, mieux c'est en fait. C'est le conseil que je donne. Très exactement, et je rajouterais aussi que dans les symptômes ou dans les troubles possibles, on a également saignement ou douleur à l'éjaculation. Mhm, Hormis celui-là, voilà, tu as donné mhm, tous les symptômes et troubles mhm, possibles. mhm. Euh, et justement, on a parlé un petit peu des solutions. Vous, Monsieur Menot, il me semble que vous nous avez dit qu'il y avait eu ablation par chirurgie. C'est exact? Oui, c'est exact. Au vu de la taille de la prostate, enfin au vu de la taille de la tumeur qui était dans la prostate et au vu de mon âge, l'ensemble des médecins ont vu que la meilleure chose était de faire une ablation. Donc ça s'est fait assez rapidement. Ensuite, le taux de PSA après 2 ans a recommencé à augmenter. Donc j'ai fait une radiothérapie sur la zone, c'est ce que le protocole dit. Et puis après cette radiothérapie d'une période de 6 semaines qui s'est bien passée, le taux a quand même recommencé à augmenter et il continue à augmenter jusqu'à ce jour. Ouais. Enfin, il continue d'augmenter. Donc voilà, pour l'instant je suis sans traitement, je suis sous une surveillance active avec une prise de sang tous les mois et une discussion avec l'oncologue tous les mois. Et on a fait 3 PET scans sur ces 3 dernières années. On a mis des seuils. On a mis un seuil de taux de PSA où on se dit bon, ben, dès qu'on atteint ce seuil, on va aller chercher plus loin. Et on continue à chercher pour l'instant. À savoir aussi que on parle du cancer de la prostate, mais on n'a même pas défini forcément ce qu'est un cancer. Donc, le cancer, c'est une division cellulaire anarchique qui est entraînée par des petits dommages au niveau génétique dans la cellule, et puis après on a une division anarchique, puis deux, puis trois, puis quatre, puis à la fin on finit avec une masse à un endroit spécifique qui peut être bénigne ou maligne tout Mhm. simplement. C'est-à-dire que celle-ci peut amener à certaines complications ou non, et peut, si elle atteint un certain vaisseau, que ce soit sanguin ou lymphatique, amener à des métastases. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on traite ces cancers. Donc, vous nous avez parlé de l'ablation par chirurgie. Antonio, est-ce que tu peux peut-être nous parler des possibilités qu'il y a à partir du moment où on détecte ce cancer pour le traiter? C'est vrai que la meilleure chose, bien sûr, c'est de discuter avec son oncologue, hein, parce qu'il va faire un protocole des traitements oncologiques. D'une part, avant, c'est vraiment cette surveillance active. Si la tumeur est localisée, localisée et bien placée, on va dire, si je peux dire ça, donc on maintient cette surveillance. À partir où la tumeur se développe, selon la caractéristique et l'agressivité de la tumeur. Bien sûr, il y a, comme vous avez bien parlé, la radiothérapie, la chirurgie, parce que la chirurgie, c'est vraiment quelque chose de très invasif. Il y a par la suite, ça peut être aussi l'hormonothérapie, parce que le cancer de la prostate, c'est un cancer hormonosensible. Et il y a aussi les combinaisons entre les chimiothérapies, la radiothérapie. En fait, ce protocole, je pense qu'il est très spécifique à chaque personne. Le traitement et le protocole, il va être effectué selon, comme je vous ai dit, les caractéristiques tumorales, la grandeur, la localisation, etc. Et qu'il faudra en discuter avec l'oncologue. C'est vrai que la problématique, si j'ose dire, mais le traitement de la chirurgie, c'est celle qui est la plus, on va dire, invasive concernant les nerfs et le fonctionnement érectile. C'est vrai qu'ils vont essayer de préserver tout le système nerveux parce que la prostate est enrobée, en fait, est entourée de plein de nerfs et si c'est lésé, bah effectivement, tout le système qui permet l'érection bah, est touché. Donc voilà, tout ça, ils tiennent en compte, hein, malgré qu'il y a tout qui est mis en place avant. Il y a aussi un nouveau traitement, un nouveau, si j'ose dire, c'est par local, c'est par la lumière.
En fait, c'est une lumière qui est focalisée sur la partie tumorale qui va en gros brûler les cellules et diminuer afin d'éviter une chirurgie qui est beaucoup plus invasive. Donc voilà, il y a plein de possibilités, mais quoi qu'il en soit, même le traitement chirurgical, ce qu'on revient en faisant le lien à la sexualité, c'est que il peut avoir bien sûr des dommages avec les nerfs. Il faut savoir, en tout cas, les témoignages qu'on a, c'est que les personnes qui ont subi cette intervention chirurgicale, c'est qu'il faut quand même compter 2 ans pour avoir une manifestation d'érection, par exemple, le temps de réparation, parce qu'on touche beaucoup les tissus avoisinants, et même au niveau psychologique, il faut avoir, en tout cas, il donne une moyenne, on va dire, d'1 année et demie à 2 ans pour, voilà, pour avoir avec, bien sûr, une aide et un suivi médical et avec chirurgical. Alors, j'aimerais quand même dire que j'ai eu de la chance que ça n'était pas 2 ans dans mon cas, même moins d'un an. Au bout de quelques semaines, alors évidemment j'étais jeune, l'opération s'est bien déroulée, j'ai pu réavoir une érection qui n'était pas extraordinaire, mais quand même avoir quelque chose. Donc voilà, il faut bien faire attention. Il y a des généralités puis il y a des cas particuliers. En tout cas dans mon cas, c'était une bonne nouvelle. Par contre, autant dans l'érection que dans le traitement de radiothérapie, on a des problèmes de fuite urinaire, ça peut aussi être des problèmes au niveau gastrique. Hein, donc ça peut être anodin, mais ça peut être plus compliqué. Et puis ce qu'il faut savoir et ce que les gens, c'est qu'au moment où on enlève la prostate, il y a plus rien qui sort au moment de l'éjaculation. Et ça à vivre, ça peut être un peu plus compliqué. Il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que quand les spermatozoïdes sont toujours produits, mais le chirurgien met le petit tuyau à la place que ça arrive dans la prostate puis que ça sort par la verge, il met l'embout dans la vessie. Donc quand on jouit dans sa vessie. Donc voilà, c'est pas très glamour, mais c'est la réalité. Ça n'empêchera pas, d'après ce que j'ai compris, si on voulait continuer à faire des enfants, d'avoir un prélèvement de sperme et puis une fécondation in vitro. Mais en termes de ce qui se passe, il y a une certaine castration. Voilà, alors des fois ça se passe bien, après il y a des médicaments pour aider, il y a plein d'autres choses. Ça peut très bien se passer, mais il y a quand même des séquelles qui sont là à vie, sur lesquelles il faut accepter et faire son deuil et être au sûr que ses partenaires, ou son partenaire, ou ses partenaires, enfin peu importe, mais les gens avec qui vous avez une vie sexuelle soient conscients et comprennent aussi que c'est plus compliqué pour vous. Ça c'est clair. Je tenais à compléter. Mais c'est très très bien. J'allais vous passer la parole par ailleurs. C'est tant mieux. J'aimerais revenir sur 2 choses. La première, c'est la thérapie dont tu nous as parlé, Antonio. Il me semble que c'est thérapie par radiofréquence. Ou comme tu l'as très justement dit, oui, on vient appliquer, pour vulgariser, une espèce de lumière sur les cellules en règle générale qui sont dans la région de la tumeur. Bon, ça veut dire, voilà, on va pas forcément épiloguer très longtemps là-dessus. Bon, colloque non plus. Mais bon. Du coup, monsieur Menou, j'aimerais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit. Au niveau sexualité, au niveau psychologique, est-ce que c'est quelque chose qui vraiment vous a beaucoup touché? J'entends par là d'avoir des problèmes au niveau de l'érection ou autre. Alors, forcément, ça touche. Hein. On a un sentiment quand même de castration, d'une certaine manière. Premièrement, de ne pas éjaculer. Pour certaines personnes, ça peut être important, pour d'autres pas. Hein. Chacun vit sa sexualité d'une manière différente. C'est quand même la fin de la partie de l'acte pour l'homme. Hein. Donc voilà, il y a une notion qui peut être assez importante. Moi, j'ai eu de la chance, comme je vous l'ai dit, j'ai pas dû attendre 2 ans avant de réavoir une érection, de recommencer une vie sexuelle. Donc comme j'ai pu recommencer à avoir une vie sexuelle assez tôt,
même si elle n'était pas suffisamment satisfaisante comparativement à avant, mais elle était quand même présente. J'ai pu faire un peu mon deuil et commencer à progresser là-dessus. Donc ça s'est plutôt bien passé pour mon cas, malgré le fait que il faut quand même un peu de soutien par des médicaments, et puis il faut aussi que le partenaire joue le jeu. C'est plus compliqué. Je veux dire, j'ai plus d'érection le matin. J'ai plus d'érection le matin, voilà. Donc il faut être très stimulé. Moi, ça change un peu la donne, ça change un peu l'exercice. Mais je pense que dans mon cas, je peux m'estimer chanceux comparativement à d'autres personnes. Mais voilà, il y a plusieurs cas de figure. C'est pas parce que c'est vrai pour un que ça sera faux, vrai pour l'autre. Mais je pense il faut être conscient, il faut en parler. Il y a chez Prosca, alors j'ai pas vu, mais il y a la rééducation avec des pompes. Que bon, je connais pas le détail, mais je sais que ça existe. Il y a plusieurs moyens de réavoir des érections c'est un problème au-delà du cancer de la prostate. Donc voilà, ce qui m'a fait juste un petit peu peur, c'est l'injection dans la verge. C'est ce que j'ai pas dû à faire, heureusement. Mais bon, il y a une palette de solutions. Mais cette palette de solutions, il faut pouvoir la connaître, il faut pouvoir en discuter avec son médecin, puis il faut en pouvoir discuter avec ses proches, enfin ses proches, avec son partenaire. Ça, c'est un point important. Du reste, on a eu au Proscat Café des fois des femmes qui venaient au vu de l'opération de leur mari, qui venaient sans leur mari, avec leur mari sachant ou sachant pas, pour avoir des informations, pour mieux comprendre comment allait se passer leur vie sexuelle après l'opération. Et là, effectivement, on est ce cancer-là, il a des conséquences. Il a des conséquences sur quelque chose qui est intime, important, pour la plupart des gens. Hein. Voilà, ça dépend. Donc, ça a des répercussions. Et si, évidemment, je vais pas dire qu'on n'a pas de vie sexuelle à 80 ans, mais peut-être elle est moins intense qu'à 50 ans. Si le cancer se développe tôt, il faut en être conscient et il faut agir en conséquence. Antonio, toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est quelque chose qui doit avoir euh, un certain poids au niveau psychologique, en tout cas auprès des patients. Alors, ce qui arrive à la Ligue, les personnes qui viennent à la Ligue, effectivement, en tout cas les messieurs, c'est vrai que c'est moins nombreux, mais le motif en fait quand ils viennent à l'espace médiane, c'est surtout au niveau financier, un soutien financier. Ça commence par ça. Est-ce que c'est je vais pas dire une facilité, mais un moyen de pouvoir entrer dans le sujet? C'est que c'est vrai effectivement, lorsqu'il y a un dysfonctionnement érectile, il y a un traitement médicamenteux précoce qui est préconisé et qui va être évalué, et si ça ne fonctionne pas, effectivement, il y a ces fameuses pompes que l'objectif en fait c'est vraiment de remplir le corps caverneux de sang pour le maintenir en érection, une forte érection, on va dire comme ça, dont on place un anneau à la base de la verge pour maintenir la dureté, on va dire comme ça. Mais ça, voilà, toute méthode, il y a aussi ses inconvénients. Si effectivement, si le traitement Peros ne fonctionne pas, et les médecins, là je suis pas médecin, mais c'est ce qu'on voit, conseillent plutôt les injections, mais il faut savoir qu'il faut pas, donc il faut être au courant comment les faire. C'est déjà un acte assez délicat, c'est faire une injection dans la verge, c'est pas évident. Il faut être surtout informé jusqu'à quel point les assurances maladie ils puissent rembourser, parce que les traitements, pour voir jusqu'à quel point c'est payé ou pas, ou remboursé. Sinon, voilà, la plupart en revenant par rapport à ce problème de sexualité, que c'est assez très intime et personnel, c'est vrai que les personnes qui témoignent à la Ligue, c'est effectivement tout d'un coup, lorsqu'il y a une ablation de la prostate, ils se sentent leur identité, c'est très touché. Vraiment, c'est comme le monde s'écroule, c'est vraiment le choc. Une
une grande partie parce que il y a aussi un manque de connaissances, il y a un manque d'informations. Et pour rejoindre, c'est que je pense que lorsqu'il y a un traitement, peu importe le traitement qui est choisi, il faudrait aborder avec le médecin, l'oncologue, l'urologue, comment pouvoir être accompagné. Et si j'ose conseiller, c'est si vous êtes voilà, en couple, peu importe le partenaire, c'est d'aller ensemble parce que ça peut aider aussi bien la personne qui est atteinte que le partenaire d'avoir les mêmes informations et il peut avoir une collaboration, si j'ose dire, en soutien mutuel, parce que la sexualité c'est à deux, et donc de pouvoir avoir des ressources, parce que c'est tout un accompagnement, c'est aussi bien la personne qui a été atteinte, mais la personne qui est là à côté, le compagnon, donc qui est aussi touché par rapport à ça indirectement et directement, si j'ose dire, et je pense qu'il faudrait les deux si les personnes sont en couple, parce que voilà, pour ouvrir le dialogue, pour parler de choses que des fois c'est tabou et qu'on n'ose pas parler, on n'ose pas en parler, quitte qu'après, par la suite, chaque personne individuellement puisse avoir un entretien, soit avec un infirmier, un médecin, un oncologue, pour en discuter. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que les personnes ne restent pas seules avec ça et qu'ils puissent, la Ligue en tout cas, elle est là pour écouter, pour soutenir, je dis toujours, il faut venir à la Ligue ou bien à l'espace médiane avec les valises pleines, ce qui arrive. Et l'importance pour nous, c'est vraiment que ces valises puissent être vidées et que la personne soit plus rassurée, plus soulagée. Et ça, c'est déjà un grand pas. À la Ligue, c'est confidentiel, hein. C'est vraiment les gens, ils peuvent se permettre de tout dire. Tout ce qui sera dit, ça sera strictement confidentiel. Ça sortira pas des murs de la Ligue ou de l'espace médiane. Se sentir écouté, tout simplement, parce que dans ces cas-là, je crois que c'est vraiment le principal, c'est de se sentir écouté et après de voir les possibilités qui s'offrent dans cette situation-là. Ouais, alors, je pense que d'aller à deux, c'est un très bon conseil. Conseil supplémentaire, c'est de préparer des questions à l'avance. Mhm. Ça, c'est bien parce que on se rend pas compte, nous, on est pris dans le flux d'une conversation et puis on se rend pas compte de pouvoir se positionner un petit peu avant de poser des questions. Ça, c'est bien. Et puis, je reviens sur le fait qu'au moment où on enlève la prostate, sa vie sexuelle va changer. Mhm. Et quoi qu'on fasse après coup, ça sera différent. Et il faut te préparer à ça. Ça veut pas dire que ça sera, alors forcément, ça sera un peu moins bien. La qualité de l'orgasme est plus dure. Enfin, c'est plus dur à atteindre une bonne qualité. On a beaucoup de choses qui changent, mais ça veut pas forcément dire plus rien. Et puis ça veut dire qu'il y a un travail, un suivi à faire. Euh, Évidemment, faut que tout un chacun dans le couple puisse venir et en discuter et travailler dessus, ce qui est pas forcément simple. Hein, dans les témoignages que j'ai vus lors des podcasts café, il y a des conjoints qui jouent le jeu, il y a des conjoints qui jouent pas le jeu. Mhm. Mais la vie sexuelle change, que c'est en règle générale quand même un petit cran en dessous que ce que ça Mhm. peut être. Mais ça vient aussi avec l'âge. Hein. La vie sexuelle est aussi un petit peu différente quand on a 20 ans, qu'on est plein de sève, et puis quand on en a 60 ou 70, et que les choses évoluent naturellement, je vais dire, à ce moment-là. Je pense qu'on va bientôt finir par clôturer cet épisode qui, ma foi, est riche en informations, euh, autant d'un point de vue général que d'un point de vue expérience. Euh, et peut-être que nous pourrions parler de Prosca, parce qu'on parle des Prostate Café depuis le début de ce podcast et de Prosca, mais nous n'avons même pas encore développé ce qu'est l'association Prosca. Donc peut-être, Monsieur Menou, que je peux vous laisser en toucher quelques mots. Alors, l'association Prosca est une association de soutien, de communication aux malades et à leur entourage. Elle existe depuis de nombreuses années. Je n'ai pas le détail de l'historique. 2003, il me semble. 2003, hein, ouais, effectivement. Elle organise deux choses. La première, elle a deux axes principaux. Le premier, c'est des Proscat Café. C'est des séances qu'elle a avant Covid organisées 3 fois par an
où les gens puissent venir autour d'une table et discuter dans un climat de sécurité, de confort et puis de discrétion, soit seul, soit avec son conjoint, pour des gens qui ont été opérés ou qui ont eu un traitement, ou des gens qu'on vient de découvrir avec un cancer et qui ont besoin d'avoir des informations et un partage. La deuxième chose, et là c'est un peu plus aussi en lien, et la communication avec la Ligue, c'est des gens qui viennent de découvrir qu'ils ont un cancer et qui ont besoin d'être rassurés ou d'avoir un parrain. Et là, certaines personnes au niveau de l'association sont formées pour pouvoir plus directement écouter, partager, soutenir, accompagner, sans être un avis médical, mais juste une oreille attentive pour des gens qui soit ont un passé de patient, soit un passé de praticien comme vous autour de la table, ou un médecin, et qui aide à ce niveau-là. Ce sont les deux grands axes. Actuellement, l'association, comme beaucoup d'associations avec le Covid, surtout quand le but c'est de se réunir autour d'une table, c'est un peu compliqué. Il y a des modifications aussi au niveau des personnes dans le comité, et l'association devrait, je l'espère, l'année prochaine, avec le Covid étant maîtrisé, avancer et redémarrer avec une feuille de route adéquate. Donc l'année prochaine, c'est 2022. Hein. Je précise parce que des fois dans les podcasts, on ne dit jamais la date. Ah oui, c'était en novembre. Ouais, mais quelle année? Donc, pour reprendre un petit peu les missions de Prosca, du moins d'après ce qu'on peut trouver sur le site internet, nous avons, pour compléter un petit peu ce que vous avez dit, qui était déjà relativement complet toutefois, informer. Donc, produire et diffuser une information de qualité dans le but de donner du pouvoir, empowerment et capacitation aux patients, aux proches et aux familles afin qu'ils puissent prendre leur santé en main. Soutenir, créer un réseau de personnes, hommes et femmes, touchés par le cancer de la prostate afin de partager leur expérience et leur vécu. Et enfin, défendre l'intérêt des personnes concernées, intervenir auprès des autorités et institutions médicales pour provoquer des changements en matière de prévention, coordination, suivi thérapeutique, prise en charge et recherche. Nous avons également parlé des groupes et activités, et nous avons enfin défini ce qu'est le Prostate Café, il me semble. Antonio, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la relation que nous entretenons à la Ligue genevoise contre le cancer avec l'association Prosca? Pour nous, c'est une grande ressource. On n'a pas toutes les informations, et tout simplement l'association, ça nous apporte une grande ressource pour des personnes qui effectivement ont cette maladie et qui veulent rencontrer surtout d'autres personnes atteintes, ou qui ont été atteints, ou qui sont en traitement, pour les expériences telles qu'elles sont vécues. Parce que c'est vrai que nous, on a un discours, je me place comme infirmier, on a un discours un peu médicalisé, avec un argot, etc. Et les personnes, ils ont besoin de rencontrer d'autres personnes qui vivent, qui ont vécu ou qui vivront la même chose, entre guillemets, parce que c'est jamais la même chose pour tout le monde, mais pour pouvoir discuter, en parler, échanger, se rassurer, être écouté, des choses, des personnes qui peuvent comprendre plus facilement, ou en tout cas de se mettre plus à la place de quelqu'un, parce qu'on n'arrive jamais à se mettre à la place de quelqu'un, mais en tout cas d'être écouté, et d'avoir pas, comment dire, d'avoir quelqu'un en face qui vit la même chose, on va dire comme ça. Et par exemple, les personnes qui viennent chez nous et qui veulent avoir des informations, bien sûr, on les adresse directement, parce que pour avoir un soutien, créer un réseau, et d'avoir des ressources de soutien. C'est l'objectif. C'est aussi, par exemple, d'avoir de discuter, par exemple, des solutions à des symptômes, par exemple, suite à une hormonothérapie, il y a des bouffées de chaleur, donc qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les petits moyens non médicamenteux, ou juste simplement échanger avec des gens qui ont vécu la même chose. Et là, ils donnent des astuces, ils donnent des informations, ils donnent on va dire, des tuyaux, des choses. Ils sont rassurés, ils peuvent essayer, et en fait, c'est tout simplement améliorer sa qualité de vie, et puis
de savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a toujours un réseau, il y a toujours des personnes à qui on peut compter. Et comme nous l'avons si bien rappelé, les décisions finales sont toujours à prendre avec votre médecin. Magnifique. Eh bien, peut-être que nous allons finir par clôturer cet épisode du podcast de la Ligue Genevoise contre le cancer. Monsieur Menou, est-ce que vous avez peut-être encore d'autres choses à rajouter? Non, enfin si, une chose. D'abord, vous remercier d'être venu pour partager et discuter, c'est toujours intéressant. Et puis deuxièmement, il faut pas avoir peur d'en parler. Alors c'est pas simple, on est d'accord, ça peut être compliqué. On parle, je l'ai dit, on peut parler d'un sentiment de castration selon les traitements qu'on a. Et pour un homme, ne plus éjaculer, c'est pas normal. C'est vraiment comme si on vous enlève, je sais pas si l'analogie est bonne, mais si on vous enlève un membre, un bras, un doigt, ou quelque chose, il y a quand même quelque chose qui pose problématique selon votre caractère et selon comment vous vivez votre sexualité. Mais il faut pas avoir peur d'en parler. Et puis, moi, aux gens de mon entourage qui me sont contemporains, je leur dis, mais vous avez été faire un dépistage? Vous en avez parlé avec un urologue? Allez faire le point. La prochaine fois que vous allez chez votre médecin généraliste, parlez-en. Il n'y a pas de raison de ne pas se priver. Nous avons ici, en Suisse, en 2021, des capacités médicales qui sont bonnes, des structures qui sont adéquates. Il faut aller de l'avant et briser un certain nombre de tabous pour certains qui l'ont, et continuer à dire que il y a un certain nombre de maladies qui peuvent être problématiques. Le problème avec le cancer de la prostate, c'est qu'on n'a pas des symptômes rapides. Donc le dépistage est absolument important. Sinon, quand on a vraiment des symptômes, ça peut être, je l'espère pas trop tard, mais en tout cas de manière un peu tardive. Merci pour tout. Antonio, as-tu peut-être également un mot pour la fin? Alors moi je dirais, ne restez pas seul avec ça. Je rejoins tout à fait les personnes autour de la table. Venez discuter. Pour toute interrogation, vous pouvez toujours appeler la Ligue Genevoise contre le cancer. Il y aura toujours un infirmier ou une infirmière qui sera au bout du fil. Donc il ne faut pas hésiter, il faut se dépister, que ce soit plus banaliser ce dépistage à la place de... Voilà, plus vite c'est dépisté, mieux c'est. Et pour ma part, très chers auditeurs et très chères auditrices, je vous remercie de votre écoute attentive et je vous dis à bientôt, j'espère. Comme d'habitude, nous tenons à remercier tous nos partenaires en ce jour et tout particulièrement l'association Prosca. Vous étiez sur le podcast de la Ligue Genevoise contre le cancer. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode sur le cancer de la prostate. Encore merci pour votre écoute attentive et vous trouverez toutes les informations sur la Ligue Genevoise contre le cancer dès maintenant. La Ligue Genevoise contre le cancer est une association à but non lucratif dont le but majeur est de permettre aux personnes atteintes de maladies cancéreuses de rester le plus longtemps possible dans leur cadre de vie, de prévenir l'épuisement des familles et des proches et de maintenir l'équilibre familial en situation de crise. Les infirmières de la Ligue identifient, évaluent les besoins et les préoccupations en lien avec la maladie cancéreuse, avec toujours les patients et les proches. La Ligue s'est donnée pour mission d'être à l'écoute et à la disposition des personnes atteintes du cancer et de leurs proches en leur offrant une aide personnalisée et diversifiée. Nous cherchons à favoriser la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches en organisant des groupes de soutien à leur attention, en soutenant les groupes d'entraide, en contribuant à apporter une réponse à chaque question posée. Afin de faciliter l'accessibilité à nos prestations, nous nous rendons à domicile, en institution, et offrons des consultations infirmières toute la semaine, sauf le jeudi, de 10h à 18h, sans rendez-vous, à l'Espace Médiane, au 11 rue Léchaud, à Genève. Nos prestations sont gratuites et nous respectons bien évidemment la confidentialité et le secret professionnel. Nous soutenons également la recherche, délivrons de l'information et menons des actions de prévention. Enfin, nous proposons un bénévolat d'accompagnement à domicile offrant une écoute, un réconfort et une présence chaleureuse.